Bienvenue sur CivilNet. Le 8 août dernier, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et les États-Unis ont paraphé et signé une déclaration conjointe qui contient notamment un accord pour l'établissement de la route Trump pour la paix et la prospérité internationale, ou communément appelée aussi la Trump Route. Dans cette déclaration, il est aussi question d'un accord d'établissement de la paix et des relations interétatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi qu'un appel conjoint à l'OSCE de la part de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à la dissolution du groupe de Minsk. Qu'est-ce que tout cela implique pour l'Arménie? Est-ce que c'est la fin d'un vieux conflit entre les deux adversaires, ou bien il y a des risques territoriaux qui risquent de se mettre en place pour l'Arménie? On en parle tout de suite avec Taline Papazian, qui est politologue, professeure et directrice d'API, Armenia Peace Initiative. Bonjour Taline. Bonjour Annie. Taline, avant de commencer par développer toutes les questions que j'ai à vous poser, je voulais d'abord qu'on revienne un peu sur la notion de route et de corridor. Depuis plus de 5 ans, on parle de la notion de corridor, du corridor de Zangezur. Donc le corridor de Zangezur, c'est une idée qui est née suite à la perte du territoire du Haut-Karabakh par l'Arménie au profit de l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan qui met sur la table pour avancer dans un processus de traité de paix la notion de corridor de Zangezur. Ce serait un chemin qui relierait l'exclave du Nakhitchevan qui appartient à l'Azerbaïdjan même en passant par la région du Sunik qui se trouve dans le sud de l'Arménie, donc sur le territoire souverain de l'Arménie, mais sans la supervision des autorités, de l'autorité arménienne. Et cette supervision serait plutôt, à l'époque, on parlait de l'octroyer à la Russie. Maintenant, ça reste en suspens. Et l'Arménie a toujours refusé la notion de soi-disant corridor de Zangezur jusqu'à maintenant et continue de le refuser malgré les pressions tant russes, turques qu'azerbaïdjanaises. Et maintenant, l'Arménie semble être d'accord pour parler d'une route. Donc, pour les personnes qui ne sont pas trop au courant, qu'est-ce que c'est que cette différence entre le corridor, qui est une notion qui est inacceptable pour l'Arménie, et la notion de route, qui est plutôt acceptable pour l'Arménie? Et puis, de manière générale, qu'est-ce qu'implique cette fameuse Trump route? Annie, merci pour cette question parce qu'en effet, la question de la sémantique autour de la route et du corridor est très importante. Et elle est importante, bien sûr, en prenant en compte les préoccupations arméniennes que vous avez justement rappelées depuis plusieurs années, mais aussi pour comprendre les opportunités qui sont contenues dans cet accord de Washington du 8. Donc, il faut faire quelques rappels sur l'évolution de ce terme, je pense, dans les relations internationales. De manière assez schématique, voilà comment on pourrait retracer l'évolution de ce terme de corridor. En gros, entre la fin de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, le corridor, c'est souvent une portion de territoire qui est, disons, soit extorquée directement par la force, soit obtenue par une diplomatie, mais par une diplomatie de la force, d'un État sur un autre État. En général, on est dans des situations soit de sortie de guerre, soit d'entre-deux-guerres où les relations sont encore extrêmement tendues, marquées par le post-conflit. Et dans ce type de scénario-là, le corridor est marqué par quelque chose de très unilatéral, avec des avantages pour une partie, pas pour l'autre partie. Donc, si vous voulez, dans ce que l'Azerbaïdjan mettait dans le terme corridor de Zangezur après la guerre de 2020. Et donc, on a rappelé les préoccupations fort légitimes de l'Arménie à ce sujet-là. Ensuite, le terme corridor a énormément évolué. À partir des années 60, on est dans des relations internationales qui sont marquées par la croissance des échanges, par le libéralisme, différentes zones géographiques du monde qui deviennent de plus en plus interconnectées. Et dans ce contexte-là, le corridor change radicalement de sens. Et il devient un axe de transport avec de nombreuses potentialités de développement pour les pays qui ont accès, qui font partie de ces disons, paysages géographiques et géoéconomiques autour des corridors. Et cette connotation-là, on voit bien qu'elle est plutôt positive, voire très positive, s'est renforcée avec la chute de l'URSS et avec là aussi le renforcement de la globalisation dans les années 90, la fin de l'unilatéralisme, enfin, du bipolaire, puis de l'unilatéralisme américain. Donc tout ça pour dire rapidement que quand l'Azerbaïdjan avance le terme corridor du Zangezur en 2021, les Arméniens, pour de très bonnes raisons, sont très préoccupés, mais il faut se mettre à la place d'une grande partie du reste du monde. Le terme corridor n'a pas le contenu extrêmement négatif que
l'Azerbaïdjan voulait imposer à l'Arménie à ce moment-là. Et donc l'Arménie s'est trouvée dans une situation où elle a dû pouvoir expliquer en quoi ce que souhaitait faire l'Azerbaïdjan avec ce corridor du Zangezur était illégitime et était illégal. C'était pas évident pour tout le monde. En même temps, pendant ces quelques années où la diplomatie arménienne a, comme vous l'avez dit, elle a bataillé pour qu'une version extorquée par la force et une version extraterritoriale du corridor ne lui soit pas imposée. Elle a obtenu gain de cause. Et en même temps, l'Arménie a pu, elle aussi, je pense, en tout cas au niveau du gouvernement et de sa diplomatie, avancer ou maturer sur cette notion de corridor et comprendre ou accepter qu'un corridor dans une version économique, développementale et réciproque, avec des bénéfices réciproques, était intéressante pour elle dans une vision donc où l'Arménie souhaite se désenclaver et pouvoir avoir des relations à la fois diplomatiques et commerciales avec l'ensemble de ses voisins. Et c'est un peu ce double cheminement-là qui a précédé les accords Trump. Bon, évidemment, j'ai résumé beaucoup d'années en très peu de temps, mais si vous voulez, pour le dire d'un mot, le corridor, c'est pas un morceau de territoire inanimé, une bande de territoire inanimée, c'est vraiment un système complexe, à la fois d'infrastructure, mais aussi de gouvernance, parce qu'avec un corridor, il y a des lois, des règles qui sont mises en place, des accords commerciaux, des opérateurs privés, des États qui viennent prendre parti. Donc, vous voyez, c'est tout cet ensemble-là aujourd'hui qui doit trouver à se réaliser via les accords Trump qui ont été signés le 8 août. Et donc, pour l'accord Trump qui est plus acceptable, là, il y a donc la notion de souveraineté territoriale de l'Arménie est gardée. Mais est-ce qu'on en sait beaucoup plus des détails? Est-ce qu'on a des détails de comment tout va se mettre en place, comment la route va traverser, qui va superviser, qui va s'en occuper? Comment est-ce que tout va s'articuler en fait? Non, aujourd'hui, on n'a pas de détails. J'allais dire, c'est normal que nous, grand public, nous n'en ayons pas. Ce sont des accords cadres qui ont été signés à Washington, à la fois bilatéraux, intéressant les trois parties, et bilatéraux. Euh, et, euh, et donc, dans ces accords cadres, maintenant, quand on les lit, si vous voulez, il y a plein de trous, c'est évident. Et ça va être tout le travail et le défi de la diplomatie arménienne et ensuite de tous les différents niveaux d'acteurs qui vont devoir s'imbriquer dans la mise en route de ces projets, de combler ces trous de la partie la plus intéressante, bien entendu pour l'Arménie, évidemment aussi pour les États-Unis qui ont chapeauté cet accord, mais aussi dans une vision de réciprocité, comme c'est prévu par les accords, donc à la fois bilatéral et inter-État dans la région. Et là-dessus, il y a un certain nombre de risques, mais peut-être on en reparlera un peu plus tard. Oui, voilà, Mais, justement, c'était la question suivante. C'était, bon, on est dans l'hypothétique, évidemment, puisqu'on n'a pas plus de détails, mais ici en Arménie, l'accueil de la nouvelle a été en demi-ton, vu qu'il n'y avait pas plus de détails que ça, et qu'il y a quand même une certaine méfiance, une défiance aussi par rapport aux récents accords et aux récents échanges avec l'Azerbaïdjan. Et donc, ici, les gens se demandent quels sont quand même les risques que l'Arménie va prendre au niveau sécuritaire, à quels risques sécuritaires l'Arménie pourrait être confrontée si ce corridor est mis en place sous la médiation américaine. L'Amérique a quand même pour réputation de créer un certain chaos, un désordre, une fois qu'elle se mêle un petit peu de conflits régionaux. oui, alors je comprends fort bien ce dernier point, mais on n'est pas dans une situation où les États-Unis sont intervenus pendant la guerre pour ensuite faire du peace building, voilà, à la sauce américaine, et où en effet c'est souvent la recette du drame. On est dans quelque chose de très différent. Euh, alors, je comprends aussi les réactions en demi-teinte et les préoccupations, mais je ne les mettrai pas sur un plan de la sécurité du territoire en réalité. Et je voudrais insister sur la chose suivante. Il y a certes des risques, tous ces risques vont avec des opportunités. Et c'est, si vous voulez, le travail d'une diplomatie intelligente et efficace que de savoir faire monter la part des opportunités et diminuer la part des risques. Personne ne peut aujourd'hui garantir que, un, la diplomatie arménienne saura le faire. Il y a évidemment des facteurs qui dépendent d'elle, et que deux, les accords de Washington iront jusqu'à leur terme, jusqu'à leur réalisation concrète. Ceci étant dit, sur les risques et les opportunités.
je vais rester dans mon rôle et dans ma spécialité. D'accord? Je suis en relations internationales, je ne suis pas économiste et je ne suis pas spécialiste du transport. Et il faudrait, et ce serait évidemment passionnant d'avoir quelqu'un qui puisse parler de ces aspects-là bien mieux que je ne saurais le faire. Je vais donc me limiter, disons, aux risques diplomatiques, aux géopolitiques qu'on peut imaginer, qu'on peut voir avec ces accords de Washington. Le premier, c'était des risques très immédiats, qui me semble-t-il ont été assez bien gérés par l'Arménie et qui sont en partie aujourd'hui, en tout cas, tenus sous le boisseau. Je pense à l'antagonisation des acteurs régionaux et au premier plan à l'Iran et à la Russie. Pour l'Iran, ça me paraît clair, l'Arménie a bien fait son travail, à la fois en amont des accords et dans les journées qui ont suivi immédiatement la signature des accords. On a vu les réactions de départ de l'Iran qui étaient assez méfiantes, pour ne pas dire assez hostiles, et finalement, notamment, il y avait des craintes autour d'une présence militaire américaine ou de l'OTAN, évidemment pas du tout le scénario prévu par les accords de Washington, et au contraire, donc l'Arménie qui bien expliqué à ses partenaires iraniens, et également montrer qu'il pouvait y avoir des bénéfices mutuels avantageux pour les deux partenaires dans ces accords-là. Et ces messages ont été entendus par le gouvernement iranien. Il faut donc maintenant voir, si vous voulez, si en Iran, ça va prévaloir, sont plutôt les tendances à continuer les négociations avec l'Occident, notamment sur le dossier du nucléaire, ou si ce sont plutôt les tendances un peu conservatrices qui vont prendre le dessus. J'ai l'impression que ce sont plutôt les tendances progressistes qui sont en ce moment, qui tiennent en ce moment le haut du pavé. Et donc ceci va dans le bon sens pour l'Arménie, à elle de continuer. Pour la Russie, le risque est très très provisoirement géré. On sait que la Russie aujourd'hui, en tout cas j'espère qu'on le sait, que la Russie aujourd'hui est un État qui présente un réel risque pour l'Arménie à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais l'Arménie a là aussi, et la Russie aussi, choisi de tempérer les réactions par rapport aux accords de il est évidemment impossible de dire comment vont évoluer à la fois les conflits au Proche-Orient, ça c'est pour l'Iran, et le conflit en Ukraine, ça c'est pour la Russie, sur lequel l'Arménie n'a évidemment aucun poids. Et l'évolution de ces conflits peut amener les accords de Washington à bouger un petit peu l'Arménie, pas dans le sens où c'est écrit, mais dans le sens où de leur réalisation, des trous, comme je disais tout à l'heure, les trous dans le texte. Et là, l'Arménie pourrait servir peut-être une variable d'ajustement à elle de continuer à travailler d'arrache-pied pour mitiger ces risques. Moi, je voudrais qu'on revienne quand même sur l'Iran, parce que justement, récemment, il y a eu des discussions de haut niveau qui ont pris place entre les parties, la partie iranienne, tant à Erevan qu'à Téhéran, justement, et on sent que l'Arménie a réussi un peu à limiter les dégâts et à convaincre du bon côté en fait de cet accord. Vous avez parlé du fait qu'économiquement ça pourrait être intéressant aussi pour l'Iran. Est-ce que vous pourrez nous peut-être développer un petit peu plus pour voir quel intérêt l'Iran a finalement avec cet accord de Washington? Oui, bien sûr. Alors, le premier grand intérêt, c'est que pour l'Arménie, le désenclavement, c'est évidemment pas seulement, et j'allais dire même peut-être pas prioritairement là, qui va relier l'Azerbaïdjan et l'Azerbaïdjan, même pourquoi pas, mais c'est le potentiel axe nord-sud, qui lui est un véritable centre d'intérêt pour l'Iran, et aussi pour la Russie, mais surtout pour la relation Iran-Arménie. Et on a vu, je pense que c'est pas un hasard, immédiatement après cet accord, l'Iran et l'Arménie ont commencé à évoquer la remise en route de sujets qui depuis longtemps dormaient un peu dans les tiroirs, notamment autour de l'énergie et des infrastructures. Et c'est pas tout à fait un hasard. Donc c'est en ce sens-là que je dis que j'ai des raisons de penser que les deux pays ont compris qu'il y avait en effet des intérêts réciproques à faire fonctionner ces accords de Washington. Maintenant, en diplomatie, ce qui est gagné aujourd'hui n'est jamais gagné pour demain, donc il ne s'agit pas de se relâcher. Mais je pense que c'est ça. Mmh. Mais maintenant, je voudrais qu'on revienne aussi. On a mis un petit peu de côté l'un des acteurs principaux, qui est l'Azerbaïdjan.
l'Azerbaïdjan qui a toujours réclamé un chemin qui puisse traverser pour, comme on l'a dit, faire une connexion entre son exclave du Nakhitchevan, qui a absolument, pour résumer, un exclave n'a absolument pas de frontière avec le gouvernement qui est mis en place. Donc dans ce cas-là, le Nakhitchevan, la région du Nakhitchevan n'a pas de frontière directe avec l'Azerbaïdjan, c'est son exclave et c'est un gros problème pour l'Azerbaïdjan qui aimerait avoir une connexion directe. Est-ce que justement ce chemin, en quoi est-ce que ça peut renforcer l'influence géopolitique de Bakou dans la région? Euh, Moi, je répondrai peut-être en deux temps à votre question, Annie. Ouais. Le premier temps de la réponse, c'est est-il légitime pour Bakou de demander un accès à son exclave pardon, du Nakhitchevan via l'Arménie? On sait qu'elle a d'autres routes possibles. Via l'Iran. Oui, c'est parfaitement, voilà, via l'Iran. Oui, c'est parfaitement légitime. Bien sûr qu'on peut comprendre que Bakou souhaite avoir accès, dans un sens comme dans l'autre, au Nakhitchevan. Il y a toutes les possibilités en fait terrestres qui existent. Et donc l'Arménie en fait partie. La réciprocité, c'est que l'Arménie, elle aussi, doit pouvoir passer par le Nakhitchevan pour faire un certain nombre de connexions à l'intérieur de son territoire. Voilà, on est dans une géographie un petit peu compliquée, mais ce sera une nécessité étant donné que les accords de Washington mettent en place la réciprocité comme principe de base. Donc ça interviendra. Ensuite, l'autre question, c'est, vous me demandez, est-ce que ça va conforter le rôle géopolitique de Bakou dans la région? Ben écoutez, j'ai envie de dire oui et non, pas nécessairement. Bakou a des prétentions de puissance régionale moyenne et elle a des moyens pour le mettre en œuvre, on l'a vu dans ces dernières années. Mais il y a aussi des faiblesses structurelles, d'abord, qui sont plutôt des faiblesses de moyen terme, mais qui existent déjà aujourd'hui. Je pense notamment aux conditions économiques et sociales en Azerbaïdjan, mais aussi à la nature du régime azerbaïdjanais qui place de manière permanente, j'allais dire, le président Aliyev dans ce qu'on appelle un dilemme de sécurité du dictateur. Et même en ayant signé les accords de Washington, Aliyev ne sort pas de ce dilemme de sécurité. Il pèsera sur lui, c'est inhérent à la nature de son régime. D'autre part, avec ces accords de Washington, et là c'est pour aller plutôt dans votre sens, oui, Bakou conforte sa position de pays clé dans les intérêts, disons, des pays occidentaux et des pays d'Asie centrale, dans les infrastructures régionales, prises au sens large. D'accord. Est-ce que ça veut dire pour autant que Bakou conforte sa position au détriment de Yerevan? En fait, je crois que c'est de cette logique binaire-là qu'il faut absolument sortir et réussir à expliquer aux auditeurs de CivilNet et d'ailleurs que ce qui est bon pour Bakou n'est pas forcément mauvais pour Yerevan et vice-versa. Et c'est là, je crois, tout l'intérêt de cet accord de Washington, c'est qu'il introduit une dimension de compétition dans la région, mais de saine compétition. De compétition parce qu'aujourd'hui, les différentes parties impliquées ont entre les mains un potentiel pour faire en sorte que cette région ne soit pas simplement une donnée géographique et pour tout dire un cul-de-sac, mais véritablement une région au sens économique et demain, j'espère, géopolitique. Et ce n'est pas pour rien que l'Arménie se réjouit que le plan Carrefour de la paix ait été validé à Washington. C'est parce que sans cette vision Carrefour de la paix, c'est pas seulement l'Arménie qui reste enclavée, toute la région du Caucase du Sud, et avec elle, ça veut dire aussi l'Iran, la Russie, la Turquie, et même la Géorgie, même si les difficultés sont moindres pour ces pays-là. Donc renforcement du rôle géopolitique, oui, oui et non, si vous voulez le voir comme ça, à condition de pas placer derrière quelque chose de très binaire. Il y a un autre acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui a une grosse influence, c'est la Turquie. Et je voulais savoir pour vous si la Turquie parvient à sécuriser un accès via le Suni, qui est donc la région par laquelle va passer cette route. Qu'est-ce que cela signifierait pour la présence indirecte de l'OTAN dans le Caucase du Sud? À mon avis, les deux questions sont complètement distinctes, elles n'ont rien à voir. D'abord, quand on dit sécuriser un accès, je rappelle ce qu'on a dit tout au début, c'est que la vision d'un corridor imposé par la force extraterritoriale qui contreviendrait aux règles du droit international est hors jeu depuis 8 août. C'est hors jeu. Évidemment, s'il se passe des choses qui font que l'Azerbaïdjan revient sur les accords, les dénonce et ne les met pas en œuvre, il
il faudra faire machine arrière. Mais aujourd'hui, c'est en jeu et la Turquie a acté cela. Pas longtemps d'ailleurs après la signature des accords. Mhm. Ensuite, vous avez parfaitement raison de dire que Ankara a un rôle tout à fait particulier dans dans cet agencement, je dirais, et dans le visage que pourra prendre le Caucase du Sud demain. Et on a vu, en fait, de manière très intéressante, dans les 9-10 derniers mois, Ankara jouer un rôle plutôt positif dans le déblocage de la situation entre l'armée et les Azerbaïdjan. On sait, et de longue date, que Ankara est gêné par le fait que Bakou, quelque part, ait conditionné l'établissement des relations Yerevan-Ankara à ce qui se passerait sur le dossier du Karabakh. En même temps, certes, pour Ankara, Yerevan, c'est loin d'être une priorité, et un jour, il y aura des relations, et ce sera toujours bien temps qu'elles aient lieu quand elles auront lieu. C'est pas le même calendrier pour Yerevan. Mais on a quand même vu une accélération, en tout cas un plus grand intérêt exprimé par Ankara ces derniers mois pour que ces dossiers se débloquent et que des petits pas puissent être faits. Et ça a été le cas donc, avec cette fameuse rencontre des journalistes entre Pachinian et les journalistes turcs. Il y a eu plusieurs gestes comme ça qui ont été faits de manière réciproque. Et bien sûr, après l'accord de Washington aussi, on a vu tout de suite une reprise des contacts au plus haut niveau. Et d'ailleurs, pour souligner le fait que pour Ankara, c'était un dossier quand même important, aujourd'hui, une grande délégation, une délégation importante venue de Turquie s'est rendue pour la première fois depuis très longtemps en Arménie. Et ils ont pu se rendre aussi dans la région, et aussi pas loin de la région d'Igdir, qui est vraiment très proche de l'Arménie et qui est aussi politiquement assez connotée. Et cette visite, par exemple, c'est quoi? C'est une manière aussi pour la Turquie de dire, bah voilà, on a débloqué une situation, donc on peut commencer à discuter sérieusement avec l'Arménie pour de nouvelles relations, d'éventuels échanges économiques. Est-ce que c'est une Oui, façon pour la Turquie de dire que c'est un nouveau chapitre qui commence dans les relations turco-arméniennes? en tout cas, c'est la poursuite de cette politique de petits pas qu'on a noté, qui a précédé les accords. La mise en place de ces accords sera aussi intéressante pour la Turquie parce que finalement, euh, cette pression un peu excessive exercée par le plus petit des deux partenaires, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, sur le plus grand, euh, n'est pas très plaisante pour Ankara. Donc, continuer cette politique des petits pas, c'est ce qu'elle est en train de montrer. Je ne dis pas qu'Ankara tentera un coup contre Bakou, ça ne me paraît pas du tout à l'ordre du jour. Mais je pense qu'on va voir, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire dans la mesure où il n'y a pas là aussi quelque chose qui vient mettre un vrai grain de sable dans le déroulement, dans la mise en route de cet accord, on va voir se poursuivre cette politique des petits pas et j'espère de manière plus concrète très bientôt. Depuis 2020, depuis le conflit de 2020, l'Europe a été aussi très très présente dans les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Europe a été l'un des instigateurs en fait des pourparlers entre les deux pays ou des rencontres en tout cas. Au total, je crois qu'il y a eu environ 5 rencontres officielles au sein de l'Union européenne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc l'Europe a quand même pendant ces 5 dernières années joué un rôle important et pourtant l'Europe n'était pas à la table des discussions à Washington et on entend peu parler de l'Europe depuis ces déclarations conjointes entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et les États-Unis. Où est-ce qu'elle se positionne maintenant l'Europe dans tout ça? Et la France Vous avez surtout qui a parfaitement beaucoup de... soutenu l'Arménie. Oui. Ah oui, oui, oui. Alors je suis contente que dans une interview en français sur CivilNet, on puisse en effet saluer le rôle de la France. Alors, je vais revenir sur l'Europe, mais on va commencer quand même par la France. Parce qu'à tout seigneur, tout honneur, et dans cette affaire, depuis 2021, c'est la France qui a été motrice euh, du, euh, du maintien de la souveraineté en Arménie par en fait l'établissement d'une sécurité soft, si vous voulez, hein, je vais mettre cette expression avec des guillemets. La France a su non seulement entendre Yerevan et ses préoccupations pour sa souveraineté, ses préoccupations pour son intégrité territoriale quand le risque posé sur une agression aux sunnites était très proche et très réel,
et elle a porté cette voix-là au niveau de ses partenaires européens. Donc elle a réussi à amplifier en jouant le rôle de partenaire fiable, de partenaire de confiance pour Yerevan dans cette problématique essentielle, à amplifier la voix de Yerevan. Puisque on a quand même vu pendant toute la période du blocus du Haut-Karabakh, et on l'a tellement vu de nombreuses fois, j'allais dire, dans l'histoire des Arméniens, que ça ne sert à rien de s'égosiller tout seul dans son coin. Il faut pouvoir se faire entendre et comprendre du plus grand nombre de partenaires possible sur la scène internationale. Et parmi les pays occidentaux, la France a été un peu pionnière, si je puis dire, dans ce rôle auprès de l'Arménie. Quand je parlais de sécurité soft, je pensais à quoi? Je pensais notamment à la mission civile européenne, sur laquelle la France a été motrice. Et cette mission civile, elle a joué et elle continue de jouer un rôle très important dans la diminution des risques des violations du cessez-le-feu. Donc c'est tout le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, juste pour remettre en contexte. Oui, absolument. Je pense aussi à l'accès à Yerevan de la facilité de paix européenne. Là aussi, la France a été motrice dans le fait que l'Arménie ait réussi à sécuriser cet accès-là. Et dernière chose, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire la France a servi de partenaire, si je puis dire, à une diplomatie européenne autour du conflit du Haut-Karabakh à partir de fin 2021. Le fait marquant, le haut fait d'armes de cette diplomatie européenne, ça a été le format de Prague. Et donc, quelque part, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire réussir à mettre autour de la table pour gérer la résolution du conflit les différentes parties. Mais, et c'était la très grande limite, elle était claire depuis le début de l'Union européenne avait deux grandes limites. Un, sur le conflit du Karabakh, elle n'avait aucun moyen d'agir, hormis le fait de rappeler la dimension humanitaire de la question du Haut-Karabakh entre 2021 et l'acte final de 2023, de septembre 2023. Elle l'a fait, mais avec des moyens très limités, c'est-à-dire des types de camions à l'entrée du corridor de la Chine, etc. Et l'autre chose sur laquelle elle n'avait pas de véritable levier, voire même au contraire, elle avait des intérêts qui allaient dans l'autre sens, c'était de faire pression sur l'Azerbaïdjan pour l'amener véritablement à négocier en toute bonne foi. Et c'est là où Washington était quelque part irremplaçable, parce que là où l'Europe n'avait pas ces leviers, Washington avait des moyens d'intéresser Bakou à finalement prendre une position plus flexible et à signer ce fameux texte en 17 points là, qui était déjà convenu depuis le mois de mars et qui ne se signait pas. Yerevan et Bakou se sont rencontrés un certain nombre de fois en bilatéral et finalement ont décidé donc cette signature sous l'égide de Washington. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça que le travail, si je puis dire, s'est réparti entre les différents acteurs, avec au passage ce drame sur le Karabakh. Et alors, dernière question, c'est sur le groupe de Minsk, justement, pour remettre un peu l'autre point qui était très important dans cette déclaration conjointe, c'était l'appel à l'OSCE, comme je l'ai dit, à la dissolution du groupe de Minsk. Mais pour rappeler, le groupe de Minsk, c'est un groupe c'est un mécanisme de médiation qui a été créé en 1992 pour trouver une solution pacifique au conflit qui s'était mis en place dans les début des années 90 autour du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et il était coprésidé donc par la France, les États-Unis et la Russie. Donc pendant 3 décennies, ça a servi de cadre principal à la médiation entre les deux parties. Ça n'a pas toujours abouti à beaucoup de résultats, mais en tout cas, c'était là. Et c'était important surtout pour les Arméniens qu'il y ait des tierces parties qui puissent en quelque sorte un peu réguler tout ça, les discussions. Qu'est-ce que ça signifie cette dissolution? Quelles conséquences cela peut-il avoir? Sachant que pour l'Azerbaïdjan, c'était un des points aussi importants pour avancer dans le processus de traité de paix. C'était une demande de dissolution aussi du groupe de Minsk. Donc finalement, quelles conséquences ça peut avoir pour l'Arménie? Et pourquoi l'Azerbaïdjan a imposé cette dissolution comme une des conditions dans l'avancement du processus de paix? Là aussi, dans la réponse que je vais vous faire, je voudrais qu'on oublie 2 minutes ce que Aliyev a pu dire ou demander pendant tant d'années, etc., etc. Regardons ce qu'en effet ça peut apporter ou pas à l'Arménie. La dissolution du groupe de Minsk, c'est quasiment un non-événement. Pardon pour les diplomates qui y ont travaillé, mais déjà avant la guerre de 2020, le groupe de Minsk était quasiment dormant, ne proposait en tout cas plus grand-chose de vraiment terrible, si je puis dire. Donc,
le fait qu'après la guerre de 2020, mais surtout maintenant qu'une nouvelle base pour réguler les relations a été trouvée, il n'y a aucun risque, je pense, à dissoudre le groupe de Minsk. Par ailleurs, moi, je voudrais revenir sur les risques qu'il y avait à maintenir peut-être un format qui, bon, tant qu'il n'existe pas et qu'il est dormant, on va se dire en quoi il est gênant, mais de manière plus structurelle et substantielle, avoir un groupe avec 3 coprésidents qui tirent chacun dans 3 sens différents et dont les intérêts des États sont aussi opposés que ce qu'ils peuvent être depuis 15 ans entre la Russie d'un côté et 2 partenaires occidentaux de l'autre pour aller vite, ce qui ne veut pas dire que la France et les États-Unis sont alignés, c'est pas ça que je veux dire, mais entre la Russie et la France et les États-Unis, on est dans deux mondes tellement différents, avec des intérêts tellement opposés. Ce n'est que plus vif, bien sûr, depuis 2022 et la réalisation, j'allais dire, à la fois par la France et par d'autres, qu'en effet la Russie est un vrai danger pour les anciens pays de l'Union soviétique. Donc, dissoudre le groupe de Minsk, fonctionner de manière trilatérale, c'est un non-fonctionnement. Et ça pose même plus de risques que d'opportunités de résolution du conflit parce que on ne voit pas et on n'a pas vu depuis au moins 20 ans, et pas davantage, en quoi la Russie serait intéressée à régler ce conflit. On a au contraire vu tout l'inverse. Le 9 novembre 2020 est encore là pour nous le rappeler. La Russie avait intérêt à geler ce conflit et à faire en sorte que le germe conflictogène, si vous voulez, ne soit jamais évacué entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, ce format-là n'apportait plus grand-chose depuis très longtemps. Mhm. Moi, je voudrais revenir. En fait, il y a un autre point, mais ça, c'est vraiment pour peut-être clore un peu. Dans toutes ces discussions, on se concentre sur l'Arménie, sur les rapports entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'État souverain d'Arménie. Et ici en Arménie, on a plutôt tendance à se dire, mais on a oublié le Karabakh dans tout ça. C'est comme si on l'avait mis évincé de côté. Et cette question des réfugiés qui n'ont toujours pas de statut, qui ont une vie, qui n'ont plus de territoire. Et c'est comme si, avec cet accord, pour certains, je relais juste ce qui est dit ici, en Arménie, c'est comme si on avait complètement oublié on avait tiré une croix sur le Karabakh. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on a vraiment oublié, on a mis de côté le Karabakh et la question ne sera plus jamais remise sur le tapis, Je crois que cette question-là n'a sur en la fait rien table? à voir. Ouais, pardon. Oui, oui. Elle ne sera pas sous le tapis, mais elle n'est pas Ouais, sur la oui, voilà. table. Mais elle n'est pas sur la table. Ouais. Elle ne pouvait pas faire partie des accords de Washington et il était clair que même à l'époque où le nettoyage ethnique n'avait pas encore pris place, le Haut-Karabakh ne faisait pas non plus partie de l'agenda de ce qui était discuté par le format européen de médiation qu'on a rappelé tout à l'heure, etc. Donc, euh, cette question va continuer d'exister parce que personne ne peut nier le droit au retour des Karabartis chez eux. Le jour où peut-être il y aura des conditions qui le permettront, soyons bien d'accord qu'aucun Karabarti ne souhaite retourner en Azerbaïdjan aujourd'hui. Évidemment, non. Voilà, la preuve en est que Pas M. dans les Aliyev conditions lui-même actuelles, en tout cas, c'est sûr. voilà, invite les Karabartis à retourner et que ceux-ci, évidemment, ne le feront pas pour des raisons parfaitement comprises Mhm. qui souhaite véritablement vivre en Azerbaïdjan, vu les conditions imposées par ce régime à ses propres citoyens. Donc, euh, c'est normal que ça ne fasse pas partie des accords de Washington. Cette question peut continuer à exister, même si elle n'est pas prise en charge par le gouvernement arménien. Elle doit exister via des instances de lobbying. Elle peut exister. Il y a, si vous voulez, beaucoup d'autres manières de faire exister cette question sans penser nécessairement à en rendre aujourd'hui responsable la diplomatie arménienne qui n'aura pas les moyens de le faire. Donc je refuse d'avoir ici un discours irréaliste qui dirait c'est la diplomatie arménienne qui doit prendre en charge la question. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc voilà, qu'elle continue d'exister, mais dans d'autres formats et avec d'autres types d'exigences. Et surtout, ne soyons pas en retard d'un combat. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette question-là ne peut pas être celle, par exemple, de la reconnaissance de l'indépendance de l'Aftar, comme on le dit parfois. De quoi parle-t-on? Par contre, il y a le droit au retour et il y a sans doute avant ce droit au retour, de manière très concrète et très pratique, à faire en sorte que les Arméniens d'Aftar qui sont en Arménie vivent en Arménie dignement et en étant, je dirais, à minima satisfaits de leur deuxième patrie.
qui ne remplacera certes pas leur maison et leur foyer, mais voilà, un minima satisfait. Donc ça, et ça par contre, c'est la responsabilité du gouvernement d'y arriver Oui, préserver la dignité des Artsartis. et faire en sorte qu'ils vivent en Arménie. Merci beaucoup Taline pour cette discussion. Merci à vous, Annie. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CIVILNet.